नस्ल तैयार हो जाएगी। Tout est prioritaire, tout est surprioritaire. Et je pense que c'est vraiment le défi auquel un gouvernement d'un pays en développement, avec une population jeune, se trouve le plus confronté. Comment trouver un équilibre entre les besoins urgents, quotidiens, presque de survie d'une certaine frange de la population et les besoins d'investissement structurel pour assurer l'avenir, un meilleur avenir aux enfants qui naissent aujourd'hui. Donc il y a un arbitrage permanent qui est fait et en fait on se retrouve confronté à un problème de ressources financières pour satisfaire tout cela. C'est ça le vrai débat. Alors, Babacar, je pense que le débat se pose en termes de priorité à court terme et priorité à long terme. Bon, les populations, leur préoccupation, c'est le vécu, le présent en général. Les populations veulent que les conditions actuelles soient améliorées. Et de ce fait-là, ils sont plus exigeants que peut-être les gouvernants, qui pensent plutôt à asseoir une politique de long terme qui a un impact durable. C'est des aspects qu'on rencontre souvent quand on compare les résultats de nos enquêtes dites quantitatives et les enquêtes de perception qui sont menées au niveau des populations ou même des focus group. On voit souvent que quand on prend par exemple les indicateurs de pauvreté, l'indicateur de perception de la pauvreté au niveau des populations est toujours plus élevé que ce qu'on constate quand on prend objectivement ce qui est consommé ou en tout cas la ligne de pauvreté qui est déterminée au niveau des enquêtes. Donc il y a toujours ces biais-là qui sont des biais structurels et qui se comprennent par le fait que effectivement les populations se préoccupent davantage de leur vécu quotidien, de la préoccupation de court terme, alors qu'en principe le gouvernement doit réfléchir à long terme pour avoir des politiques avec des impacts durables. C'est pourquoi moi je pense que c'est un débat qui va être éternel, qui va se poser tout le temps, puisque les populations vont être en tout cas beaucoup plus exigeantes que pour leurs préoccupations actuelles. Cette exigence des populations, elle est tout à fait normale, non? Effectivement, je pense que c'est tout à fait normal que les populations soient exigeantes pour effectivement améliorer leurs conditions de vie. Je pense que les infrastructures, par exemple, que nous sommes en train de construire dans tous les domaines, dans le domaine des routes, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine portuaire, aéroportuaire, etc., je pense qu'elles participent aussi à régler les problèmes de court terme. Parce qu'il faut se mouvoir, il faut bouger, il faut aller se soigner. J'entends souvent dire que les infrastructures ne se mangent pas. Moi, je réponds qu'elles se mangent. Elles permettent de se nourrir. Elles permettent d'aller chercher du travail. Elles permettent de trouver du travail. Elles permettent de régler les problèmes de mobilité qui sont fondamentales dans une société. Donc, à la fois, on répond aux besoins de court terme, mais en même temps, on construit l'avenir. Donc, je pense que c'est plutôt un débat plutôt démagogue, quelquefois même indécent. Hein, quand on voit l'unanimité maintenant dans le monde sur l'importance des infrastructures, quand on voit le combat que le chef de l'État a mené depuis très longtemps et qu'il a gagné, même au bénéfice de toute l'Afrique, et que l'ensemble des partenaires au développement qui dans le passé nous avaient cantonné à des programmes d'ajustement, même pour les infrastructures, aujourd'hui ont accepté au plus haut niveau du G8, d'injecter beaucoup plus de ressources pour résoudre ces problèmes-là. Donc je pense que, j'ai plutôt cité un proverbe malien qui dit que même si ton ennemi est le lièvre, il faut reconnaître qu'il a de longues oreilles. Maintenant c'est à nous d'expliquer et aussi de montrer aux Sénégalais que parallèlement à ces domaines qui sont un succès, dans d'autres domaines aussi, il y a des efforts et des progrès. Il y a-t-il un problème d'articulation, monsieur le ministre, ou un problème d'équilibre en tout cas, ou un problème de communication autour de ces différents aspects? Parce que visiblement, il y a une rupture quelque part et on ne parvient pas à ressouder les écarts. Ce débat est un débat récurrent au Sénégal. Il y a 10 ans, il avait lieu. Moi, je me rappelle encore cette fameuse partie du demande sociale. Le parti du demande sociale, le PDS, on l'appelait à l'époque comme ça, il y a 10 ans. Et quand on a eu l'alternance,
le débat, c'était que parce que le gouvernement socialiste est incapable de satisfaire la demande sociale. Et on a l'impression, 10 ans après, que le même débat perdure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce débat-là puisse être digéré, ou en tout cas moins récurrent, ou en tout cas moins violent? Moi, je pense que, je considère quand même que le Sénégal est en train de réussir le pari de régler les problèmes actuels et de construire l'avenir. C'est que la vision d'avenir dans ce qu'on est en train de faire, c'est la rupture avec le passé. Parce qu'on avait l'impression qu'au passé, on travaillait pour le quotidien, pour le vécu. Ici, c'est à la fois le quotidien et l'avenir. Pour ce qui est maintenant des critiques concernant le monument ou bien un certain nombre d'infrastructures, si on se réfère à l'histoire, les 7 merveilles de ce qu'on considère les grandes œuvres de l'histoire aujourd'hui, si on se renvoie au sort de leurs auteurs, je parle au Côte de Rhodes, à la pyramide de Corse, phare d'Alexandrie, les jardins suspendus de Babylone, et puis se commencer à la tour Eiffel, à la tour de Pise, à Sacré-Cœur, à Taj Mahal. C'est de grandes œuvres qui à l'époque ont produit des critiques énormes au sein de la société, mais qui aujourd'hui constituent les merveilles du monde. C'est-à-dire plusieurs années, mais c'est justement, je vais y revenir. C'est-à-dire les grandes œuvres historiques, très souvent au départ, elles ne sont pas comprises. Et ce plus là, et moi je pense que qu'on peut retenir au moins du président de la République et du régime actuel, c'est que c'est non seulement un régime qui travaille pour l'avenir, pour des perspectives, ça c'est pour des millénaires, le monument qu'on a construit. Donc il y a cet aspect qui est différent des autres. Maintenant, pour les infrastructures également, que ce soit les ponts, des choses qui n'ont jamais existé au Sénégal, ces autoroutes, l'autoroute à péage, un certain nombre d'infrastructures qu'on n'aurait jamais rêvé il y a seulement une dizaine d'années, et bien ça c'est une nouvelle perspective pour notre pays. Celui qui a quitté le Sénégal il y a quelques années, ce n'est pas la même chose. J'ai l'habitude de donner 2 exemples au Sénégal, c'est-à-dire 2 villes. C'est Ranérou Ferlo. Ce village qui n'existait même pas avec des huttes avant 2000. Et c'est devenu aujourd'hui une capitale départementale. Pour voir la rupture entre le passé et le présent, prenez l'exemple de Ranérou Ferlo. Mais également on peut prendre l'exemple de Dakar. Entre 2000 et maintenant, Dakar est celui qui était là en 2000 et celui qui vit aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Donc moi je considère, en tout cas, que du point de vue de l'opinion publique, du point de vue même de l'opinion extérieure, du point de vue du Sénégalais lambda, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le Sénégal n'a pas bougé. Donc ça, c'est de nouvelles perspectives. Maintenant, les gens peuvent se plaindre sur un certain nombre de questions, mais globalement, le Sénégal bouge et le Sénégal avance. De ce point de vue, je pense qu'à travers le discours, nous allons venir à tout à l'heure sur les questions d'éducation ou sur d'autres questions. En attendant, Habib. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la retenue d'une date. Sur le plan politicien, il faut une date, des repères. Sur le plan technicien, c'est la même chose. Le Sénégal a été avant 2000 dans une situation alarmante que nous avons tous vécu. Tout le monde le sait. La demande sociale a été si forte que la population ne savait plus où se donner la tête. Mais aujourd'hui, en 2009, il faut accepter qu'il y a des évolutions. Je retiendrai personnellement l'évolution dans même les discussions, dans même les critiques. Ça, il faut le reconnaître. Il suffit de voir la presse, il suffit de compiler l'ensemble des articles qui ont été écrits il y a quelques années pour voir qu'il y a une forte évolution. Et même au niveau
de l'opposition, nous sentons qu'il y a un changement dans même ces critiques. Aujourd'hui, il y a des réalisations concrètes. Quand on parle des infrastructures, notamment la corniche, qui a été critiquée, mais aujourd'hui, la corniche permet de répondre à des questions sociales, la rapidité, à des questions sanitaires. Je discutais avec un technicien des évacuations sanitaires qui disait qu'on gagnait beaucoup plus de temps et donc une espérance de vie pour les malades qu'on devait évacuer vers l'aéroport. Pour ce qui est du sport, la santé toujours, les sportifs, aujourd'hui, prennent la corniche beaucoup plus. Hein. C'est bien aménagé, etc. Sur le plan du gain de temps aussi, les hommes d'affaires aujourd'hui peuvent arriver à l'aéroport et en 15 minutes joindre le centre-ville, alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a tellement de points de cette nature qu'offre cette corniche que les gens aujourd'hui apprécient. Sur le plan politicien, il faut accepter, même les épouses de ces opposants aujourd'hui roulent de belles voitures et savent pertinemment qu'ils gagnent du temps. Donc ça, il faut l'accepter, il faut le dire. Sur le plan technicien, je ne comprends pas pourquoi particulièrement les épouses des opposants et les vôtres aussi, non? Mais bien sûr, pour ceux qui critiquent, oui. Il faut accepter aussi, pour ce qui est du monument de la Renaissance, nous avons tenu des séances de travail avec les banquiers aujourd'hui qui veulent prendre en charge ce monument. Il y a des investisseurs étrangers qui y sont intéressés. Il y a forcément un engouement. Le chef de l'État, à chaque fois qu'il prend une décision d'investissement, s'intéresse d'abord aux retombées et à l'aspect économique et financier. Le monument de la Renaissance générera forcément des millions. Aujourd'hui, nous sommes en train de sécuriser les terrains autour parce qu'il y aura forcément une spéculation foncière. Tout le monde veut ériger des hôtels ou des immeubles pour accueillir ce monument. Mais aujourd'hui, force est de constater que le monument n'est pas encore terminé. Il a beaucoup avancé. Mais c'est un ensemble d'infrastructures qui sera construit. Tout simplement, quand comment dirais-je, pour le tourisme, ce sera des avancées notoires. Quand le touriste américain arrivera à Dakar, il ira au monument de la Renaissance africaine, en pèlerinage. Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre des Infrastructures, par ailleurs son fils, demandait pardon. Parce que au sortir de l'entretien, Karim Wade, qui était porte-parole de cette délégation, a bien dit le président nous a présenté des excuses. Ce serait peut-être une redondance. Alors, question, c'est nous. Est-ce que c'est une affaire personnelle pour envoyer son fils? Mais dès l'instant que c'est une affaire du président de la République vis-à-vis d'une partie de ses concitoyens qui se sont sentis humiliés, offensés et blessés, comme l'a dit son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr, pour que le chef de l'État lui-même, comme je l'ai dit, fasse preuve de dépassement et présente ses excuses à l'ensemble des Sénégalais. Dans tous les cas, même, les excuses ont été... Je pense aussi qu'on ne peut pas limiter le débat. Mais bien sûr, je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas confondre les choses. Le président de la République a clairement dit qu'il présentait ses regrets si une partie même importante de la communauté chrétienne s'était sentie offensée ou avait perçu autrement qu'il ne le pensait ses propos. Donc c'est suffisant, monsieur le ministre d'État. Pour vous, le regret, fait d'avoir regretté cela, c'est suffisant. Absolument. Je pense que c'est ça. On évolue, s'il vous plaît. C'est même une preuve d'humilité du président de la République. D'accord, on va évoluer. Comme vous l'avez dit, d'avoir non seulement envoyé une délégation, il ne faut pas dire qu'il a envoyé son fils. Il a envoyé des personnalités de l'État. Son fils est quand même ministre d'État, membre d'un gouvernement. Son directeur de cabinet est ministre d'État et d'autres membres du gouvernement. Donc, c'est une délégation de très haut niveau qu'il a envoyée auprès des autorités chrétiennes. Mieux, il est revenu lui-même sur cette question pour justement non seulement présenter ses regrets s'il y a eu incompréhension ou mauvaise interprétation, mais il a attiré justement l'attention de tous les Sénégalais sur la sensibilité de cette question pour montrer que la foi, c'est quelque chose de tellement grave, tellement sensible, tellement important qu'il ne faut pas s'amuser avec, il ne faut pas essayer d'utiliser ça comme un fonds de commerce. Voilà, c'est pas un fonds de commerce de l'opposition. Il faut aller chercher d'autres thèmes plutôt que de vouloir attiser le feu et de la tolérance. Parce que pour le président de la République,
parlant de la statue de la Renaissance africaine, qui est une statue africaine, mais également qui est à la fois et pour les musulmans, et pour les chrétiens, et pour les animistes, il ne devrait pas y avoir même de veto pour des gens qui ne croient pas à ces statues, alors qu'il y a d'autres religieux qui y croient. Même si, du point de vue de fond, l'ICESCO a démontré que la statue, en tant que tradition de message, en tant que beauté esthétique, n'est pas du tout interdite. Donc c'est dans ce cadre que le chef de l'État a fait référence en disant qu'il y a effectivement des religions de la chrétienté qui font des statues. Mais ce n'est pas un terme de dire que les gens adorent des statues. Et là, dans la salle, il y avait des centaines de chrétiens dans la salle. Et durant tout le discours du chef de l'État, c'était des applaudissements. Mais 24 heures, personne n'a parlé de ça. Mais c'est la manière, le glissement, justement, mais la controverse est opérée par le fait que, à travers des comptes rendus de presse, on a déformé ce que le président de la République a dit. Et si les journalistes qui ont dit ça avaient perçu une seule fois que des chrétiens dans la salle ont manifesté un mécontentement, mais il l'aurait dit. Mais aucun journaliste n'a dit qu'un seul des 4 000, 5 000, 7 000 enseignants présents, y compris des centaines de chrétiens, ont dit un seul mot. Ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas des chrétiens. Donc, le président n'a offensé aucun chrétien dans la salle et il a parlé dans le cadre de la tolérance. Alors, de toutes les façons, aujourd'hui, on va vers un apaisement, visiblement. Vous êtes satisfait? Mais nous sommes tout à fait satisfaits parce que je pense que lorsque tout a été clarifié, de plus, je pense que le film a été, on a rediffusé le film. Je pense que le cardinal lui a regardé le film et tout le monde sait que le président s'adressait plus aux musulmans qu'aux chrétiens. Alors, dans les statistiques que le chef de l'État a présentées tout à l'heure, on a vu un certain nombre de chiffres très impressionnants sur les réalisations du gouvernement en matière d'éducation. Visiblement, plus on en réalise, plus ça pose de problèmes parce que la formation des enseignants connaît quelques difficultés, le niveau de l'éducation globale est en train de subir, c'est pas spécifique au Sénégal, mais est en train de subir une grosse. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une stratégie pour contrer ces tendances lourdes? Je voudrais préciser également que le président a donné des statistiques essentiellement sur le réseau primaire et préscolaire, élémentaire supérieur, sur le personnel. Mais il aurait pu développer sur les salaires, il aurait pu développer sur le statut de l'enseignant avec la titularisation universelle. Il aurait pu insister sur le nouveau curriculum de l'éducation. Il aurait pu insister sur l'alphabétisation. Il aurait pu insister sur la nouvelle loi d'orientation qui introduit l'enseignement religieux et les dards modernes. Donc, il y a tellement d'aspects positifs, tellement d'initiatives qu'il a prises qu'il n'a pas évoqué dans son discours. Mais je pense que les faits montrent qu'au Sénégal, du point de vue de l'éducation, le Sénégal est en avance parce que nous sommes, du point de vue de taux de scolarisation, à 92,7%. Nous sommes à 7,5% de 100%, alors que c'est en 2015 qu'on devrait atteindre ce chiffre. Du niveau moyen, nous sommes à 41%. Ça veut dire quoi? Que le Sénégal a vraiment des difficultés au niveau de l'éducation, mais c'est au niveau du taux d'achèvement, surtout des filles. C'est-à-dire que ici, 100 élèves entrent au CI, il n'y a que 60 qui arrivent au CM2. Donc il y a un taux d'abandon assez important et c'est sur ce retard que le Sénégal est en train d'insister actuellement. Je peux dire que globalement, aujourd'hui, si le Sénégal a réussi, et c'est dans le domaine de l'éducation, c'est parce que le président de la République a misé sur l'éducation, il a misé sur les ressources humaines, il a misé sur la formation, ce qui fait que 40% du budget de l'éducation a été affecté et ça, on ne va pas le regretter parce que des pays comme le Japon, des pays asiatiques, d'autres pays, eh bien, ils ont misé sur l'éducation. Ni sur l'or, ni sur l'argent, ni sur le pétrole, mais sur l'éducation. Parce que c'est l'avenir. On sait qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans l'éducation, mais j'ai une grande préoccupation, c'est que lorsque vous allez dans certains villages qui concernent d'autres régions du Sénégal, encore des abris provisoires où les élèves sont en train de faire leur premier apprentissage. Or, quelque part, il y a beaucoup d'infrastructures à Dakar et dans les capitales régionales. Comment se fait la répartition? Est-ce qu'elle est équitable à ce point, de ce point de vue-là? La question des abris provisoires, c'est une question intéressante.
quand on développe un système éducatif, on ne peut pas tout de suite construire des bâtiments et partout. J'ai souvent dit que c'est une stratégie. Est-ce qu'il fallait attendre d'avoir du ciment? Est-ce qu'il fallait attendre d'avoir de l'argent pour scolariser nos enfants? Ou bien est-ce qu'il faut anticiper par des abris provisoires et plus tard régulariser? Je peux considérer que des pays comme la Chine, lors de la longue marche, l'école était sous les arbres. Au Japon, au départ, après Hiroshima et Nagasaki, les écoles étaient avec des pierres. Mais le Sénégal a commencé avec des abris provisoires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle le fast track, c'est-à-dire c'est un programme de 4600 salles de classe entre janvier 2010 et octobre prochain, le Sénégal va remplacer plus de 2 tiers des abris provisoires. Et avec le BCIETA, c'est-à-dire la construction de 2700 salles de classe par an, c'est prévu. D'ici 2015, on va complètement éradiquer les abris provisoires, mais entamer le processus également de conforté par les résultats de l'enquête que nous avons réalisé dans le milieu rural, voir le niveau d'équipement en services sociaux de base dans le milieu rural. Nous venons de réaliser cette enquête et nous constatons que les infrastructures en termes d'écoles primaires concentrent autour d'elles 90% de la population. C'est assez proche du chiffre de 92% de taux de scolarisation. Et je pense que c'est des efforts qui sont là, qui corroborent un peu ce que le ministre vient de dire dans le cadre des résultats de cette enquête que nous venons de réaliser. Des enquêtes, vous disposez de quels moyens pour être sûr que les recommandations, les résultats sont effectivement suivis à la lettre par l'État, par exemple? Bon, disons que les enquêtes que nous menons viennent constater des situations. Et d'une année à l'autre, on compare les situations que nous trouvons sur le terrain. C'est une enquête que nous avions menée en 2000. C'est l'enquête village, qu'on appelle l'enquête village, puisqu'on parcourt tous les villages du Sénégal. Et on essaie de voir le niveau de disponibilité des infrastructures sociales, les écoles, l'accès à l'eau, l'accès aux points de santé, l'accès aux points de commerce, l'accès à une route. Donc, avec ces différentes questions, les critères que nous avons quand même pour l'école, nous constatons que l'école est accessible quand elle est distante d'au maximum 3 km du lieu d'habitation des populations. Et c'est dans ce cadre-là que nous voyons les populations qui sont concentrées autour des infrastructures de base telles que les écoles ou les points d'eau ou effectivement les postes de santé. Alors, Amin. Pour terminer sur la demande sociale, je pense que tant qu'il y aura encore de la pauvreté, il y aura un débat sur la demande sociale. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut juste dépassionner le débat et poser les véritables questions. Il faudrait qu'on se pose sur, des questions sur la pertinence des politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Je pense que c'est ça le véritable débat. Est-ce que les politiques sont pertinentes? Je pense que oui. Est-ce que les fondamentaux que nous sommes en train de mettre en place dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du secteur privé, du développement de l'investissement, dans le domaine même du traitement social, des urgences, est-ce que ce sont des politiques qui vont nous mener à moyen terme vers la sortie définitive de la pauvreté? Alors, en vue de moyen terme, c'est quel délai? Je pense qu'on ne peut pas transformer une économie d'une situation de pauvreté vers une situation d'émergence ou de développement en moins de 2 décennies. En moins de 2 décennies, ce n'est pas possible. Il faut 20 ans pour sortir un pays de la pauvreté, à condition que les politiques menées soient justes et qu'elles soient consistantes et qu'il y ait un minimum de consensus sur vraiment les fondamentaux. Aujourd'hui, je peux dire que les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre sont les vraies bonnes politiques de développement, c'est-à-dire basées sur les fondamentaux que sont l'éducation,
les infrastructures, le développement du secteur privé, l'initiative privée, tout ce qui contribue au développement de l'emploi et parallèlement maintenant avoir un traitement social de la pauvreté, de la demande sociale. Le débat, est-ce qu'il y a des politiques alternatives plus pertinentes? Si oui, quelles sont? Il faudrait les poser de cette nature. Qui peut faire mieux? Comment accélérer le processus? Ce qu'on pourrait réaliser dans cette question-là. Oui, j'aimerais débattre de ces questions-là. Que le débat s'élève à ce niveau-là. Si ce qui est en train d'être fait n'est pas pertinent, quelles sont les solutions alternatives qui pourraient être mises en œuvre? Mais je regrette simplement que le débat ne soit pas à ce niveau. Mais je pense qu'il faut relativiser le problème de la demande sociale. Il faut la reconnaître. Quand vous dites le débat à ce niveau, c'est par rapport aux hommes politiques sénégalais, c'est par rapport aux économistes sénégalais, c'est par rapport à l'opinion publique, c'est par rapport à qui? Par rapport aux hommes politiques, parce que c'est eux qui occupent l'espace. Ils ne laissent pas l'espace aux économistes ni à d'autres franges, je veux dire, de la population. Le débat est essentiellement à 100% quotidiennement politique et politicien. Je pense que c'est ça qui gêne et c'est ça qui déprime même les Sénégalais, parce qu'on leur montre que vraiment un tableau noir, de façon démagogique, quelquefois, bon, ils ont le droit. Mais nous aussi, nous revendiquons le droit de disposer de l'espace aussi pour pouvoir communiquer sur ce qui nous semble être bon pour notre pays. Il y a 10 ans, la question de la demande sociale était là, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui encore, la demande est là. Est-ce que les perspectives paraissent bonnes? Est-ce que jusque-là, on peut considérer que les démarches, les stratégies ont été pertinentes? C'est la question que je pose toujours. Angélique, avant la réponse de Aminata, nous avons préparé 2 sujets pour illustrer ce débat. Nous avons été dans une famille pour voir comment elle a passé l'année 2009 et nous avons tendu notre micro dans la rue à des Sénégalais qui nous disent comment ils ont vécu l'année 2009, quelles sont leurs difficultés. L'inflation n'a pas épargné les produits de consommation au Sénégal. Du riz brisé au sucre, en passant par l'huile et le gaz, les prix de ces denrées de première nécessité ne cessent de flamber. Le marché dicte sa loi aux consommateurs. Les prix au détail du riz Big Joe et Umbrella s'élèvent respectivement 350 francs CFA et 450 francs CFA le kilogramme. Le litre d'huile, on le vend à 1000 francs et le sucre à 550 francs CFA le kilogramme. Tous les prix sont augmentés. C'est pourquoi on ne vend pas beaucoup. Les prix varient. Wow. Les prix varient et ça ne nous arrange pas. Nous demandons au président de trouver une solution parce que c'est vraiment dur pour les ménages. 90% des ménages ont recours au marché pour leurs achats de produits de consommation. Devant cette érosion de leur pouvoir d'achat, les consommateurs ne se retrouvent plus. Le problème, c'est que parfois le gouvernement annonce la baisse des prix. Le lendemain, les commerçants disent le contraire. Normalement, les agents de l'État doivent venir sur le marché pour vérifier l'application des prix. Au Sénégal, les prix du riz et du sucre ne devraient pas être chers. Nous avons ici une usine qui produit du sucre et l'exporte dans les pays limitrophes où il est vendu moins cher qu'ici. C'est insensé. Pourtant, au Sénégal, les prix des denrées sont homologués par le gouvernement. Seulement, la spéculation de certains commerçants véreux fait obstacle à leur application. Les prix ne sont pas encore stables sur le marché et nous ne pouvons pas vendre au tarif souhaité par les acheteurs. Nous achetons le riz à 18 000 francs le sac, ce qui ne nous permet pas de vendre le kilogramme avec une marge de 15 francs. Nous ne nous en sortirons pas. En tout cas, quelle que soit la responsabilité des uns et des autres, le constat est là. Les Sénégalais sont fatigués de la spéculation sur le marché. Ils espèrent une surveillance soutenue de l'État pour le respect des prix qu'il a arrêtés. Ensemble ce sujet, donc ça nous permet de revenir sur la question de tout à l'heure. La demande sociale, elle est encore là. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas nier que la demande sociale est là. On l'a vu, chacun de nous individuellement, autour de soi, dans nos familles. Il suffit d'aller dans les quartiers défavorisés ou à l'intérieur du Sénégal. Je disais tout à l'heure, donc, le plus important, c'est comment
cette question de pauvreté est traitée. Et je pense que les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui sont pertinentes et peuvent faire espérer une sortie de la pauvreté de façon définitive, si elles sont menées de façon consistante, avec détermination. Hein, je pense que donc c'est ça le plus important. On ne peut pas éviter le débat puisqu'on est dans un pays démocratique. Je pense qu'on tient aussi à notre démocratie. Mais je disais aussi qu'il faudrait que on puisse le faire de façon objective quelquefois, de temps en temps, si c'est possible, sans démagogie. Il faut aussi rassurer les Sénégalais. Je pense que c'est ce que le chef de l'État a fait aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement va s'atteler, chacun ce qui le concerne, à améliorer, parce qu'il faut reconnaître aussi les faiblesses en matière de communication directe, accessible, de toutes ces politiques de développement à tous les Sénégalais. Et leur faire aussi comprendre quelles sont surtout les stratégies d'accélération du développement. Je pense que le concept de timing est extrêmement important. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est dans la pauvreté, qui est pauvre, de patienter 10-20 ans. Donc je pense qu'on a les moyens aujourd'hui, par la stratégie de croissance accélérée, si elle est véritablement mise en œuvre avec détermination, d'arriver à des résultats plus que visibles et déterminantes dans un horizon de 5 ans, parce que en tout cas le tableau de bord est là. Je souhaiterais qu'il y ait un minimum de consensus, parce que aussi si on regarde les pays qui se sont développés et qui sont sortis de la pauvreté, les pays émergents, il y avait quand même un consensus sur les fondamentaux, parce que nous sommes tous concernés et nous avons tous intérêt à ce que le Sénégal se développe. Peut-être sur le plan social aussi, je voudrais peut-être me féliciter que le chef de l'État ait commencé par les couches vulnérables. J'ai noté dans le discours qu'il a démarré avec les handicapés, les talibés, hein, je m'en félicite, je suis moi-même membre du conseil d'administration du PARER, les inondations. Je pense que ça prouve encore une fois sa sensibilité et sa préoccupation des Sénégalais qui souffrent. Je pense qu'il en est de même de nous tous. Là, il faut rassurer les Sénégalais que nous sommes sur la bonne voie. Et si d'aventure d'autres ont des solutions plus pertinentes, qui ont plus de chances de réussir dans un plus court terme, je pense qu'il faudrait qu'elles les proposent au lieu de juste critiquer. Alors, vous disiez tout à l'heure, oui, les infrastructures, ça se mange, c'est ce que vous aviez envie de dire. Et dans le même temps, on a un chiffre très controversé sur l'investissement par rapport au monument de la Renaissance, sur lequel les Sénégalais ne comprennent pas qu'on puisse mettre autant de milliards dans un monument au moment où l'agriculture doit attendre, où l'éducation doit attendre. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Hein. Vous venez d'expliquer que rien n'attend en réalité et que tout part en parallèle, mais eux ont l'impression qu'on ne prend pas en compte les priorités du moment. Monsieur le ministre, est-ce que c'est votre avis? Je dis d'abord que sur le monument de la Renaissance, préciser d'abord que c'est un monument africain, parti de l'idée de la Renaissance africaine, Thabo Mbeki a bien défendu. Et lors de la pose de la première pierre, c'est beaucoup d'Africains qui étaient là. Donc c'est un monument africain. Le chiffre de 17 milliards, de 14 milliards, de 10 milliards a été sorti, alors que le monument n'a pas coûté un franc au budget de l'État. Il y a une sorte de ce qu'on appelle de dation, c'est un terme juridique, dation en paiement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'utilisation des terrains qui ne valaient absolument rien en termes de mètres carrés, parce que le décret c'était 10 000 francs le mètre carré. Alors le chef de l'État utilise une ingénierie financière en faisant monter le prix de mètre carré à 40 000, 50 000 francs pour justement avoir un coût qui permet la réalisation de ce monument à un niveau de un peu moins de 7 milliards. Donc ça veut dire quoi? Que le budget 7 milliards, c'est le coût réel? Moins de 8 milliards, 7 milliards et quelques. D'accord. Donc c'est le coût réel. Mais je veux dire que le budget du Sénégal n'a pas sorti un franc de cela. Cette ingénierie financière consistant à valoriser de façon artificielle des terrains qui ne coûtaient absolument rien pour trouver un monument qui va devenir dans 100 ans, dans 200 ans,
une, ce qu'on peut appeler merveille du monde. Et ça vaut le coup pour l'avenir, pour l'esthétique, pour l'Union africaine, pour le panafricanisme. Et comment va se passer la gestion des recettes? Mais je pense qu'il a précisé. Équilibre, Mais sur cette question de la gestion de la recette, c'est une fondation. Les termes ont été précisés. Aminta? Je pense qu'il n'y a pas un seul pays du monde où un grand projet n'ait pas été décrié au départ. Je pense que l'exemple dans tous les pays du monde, pour ne pas aller loin, la France, la Tour Eiffel, les grands travaux de tous les chefs d'État que j'ai pu parcourir dans des livres ont été décriés, mal compris, et ensuite pratiquement tout le monde, il y a une adhésion. Par exemple, mondialement, j'ai reçu des étrangers cette année. Ces jours-ci, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est d'aller visiter le monument. Ils ont été émerveillés. Donc, c'est l'avenir récent qui va nous départager. Je pense qu'il faut dépassionner le débat et savoir que ce qui se passe au Sénégal, c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde où il y a des nouveautés, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui peut-être choquent et surprennent le quotidien des citoyens. Et après, ils apprennent à l'aimer. Et c'est peut-être ces enfants, c'est nos enfants, dans moins de 10 ans, 5 ans, qui nous diront ce que représente le monument d'aujourd'hui. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les grands projets. Peut-être que c'est la répartition de l'APIX, ministre conseiller auprès du président de la République, ainsi que Kalidou Diallo, ministre de l'enseignement préscolaire, du moyen secondaire et de l'élémentaire, vont nous quitter sur ces propos. Peut-être le temps de souhaiter la bonne année aux Sénégalais. Aminta? Je remercie la RTS donc, de me donner cette chance, cette opportunité. Donc je me joins au vœu du chef de l'État pour surtout souhaiter la bonne et heureuse année à tous les Sénégalais pour 2010 et surtout beaucoup de paix. Je pense qu'on a besoin de paix, de sérénité et beaucoup de bonheur. Monsieur le ministre. Même chose, je souhaite meilleurs vœux à tous les Sénégalais, bonne année, bonne santé, le chef de l'État, tout le Sénégal, mais également meilleurs vœux à tous les enseignants, à tous les élèves, et paix, bien sûr, pour notre école. Et le dialogue, la discussion, l'ouverture continue. Dans quelques petites heures, une heure peut-être, 2009 va donc s'achever. Le bilan de l'année dans une famille, nous sommes allés faire un tour à Thiaroye Darussalam. Qu'est-ce qu'attend une famille moyenne en 2010 en termes de priorité? Le discours du chef de l'État y était beaucoup attendu, nous a dit notre reporter. Le président de la République était surtout attendu sur la diminution des denrées de première nécessité. Vous pouvez regarder le sujet. Croisement Tali Diallo, au cœur de la banlieue dakaroise, l'animation des rues campe le décor. Juste à côté, le quartier Darussalam 1, près de la cité des eaux. Ici, les stigmates des inondations sont encore visibles. Au bout d'une longue ruelle, on tourne à gauche, 4e maison, et bienvenue chez la famille Lee. Ousmane, la cinquantaine, 2 épouses, y vit avec sa grande sœur veuve, ses enfants et autres parents venus du village. Plus de 15 âmes se partagent 7 chambres sur un périmètre de 150 mètres carrés. 2009 a été pour Ousmane une année difficile. Une année vraiment qui rien de bien, rien de bon. Tout est dur, tout est difficile, les choses coûtent très cher. Bon, on a vu que c'est très difficile. Dans cette famille, l'année qui s'achève a connu son lot de difficultés. Si la sœur se plaint de la cherté de la vie, la nièce, elle, sage-femme de formation, court derrière un stage. J'ai frappé toutes les portes. J'ai fait des dossiers, j'ai déposé partout, mais rien de cela. Tout ou presque est cher au marché. Les gaz, l'huile, le riz et le sucre. Les prix augmentent de jour en jour. Même avec 5 000 francs par jour, c'est à peine si on s'en sort. 2009 s'en va, une année à oublier pour cette famille. 2010 s'annonce avec, comme toujours, l'espoir qui enveloppe une année nouvelle. On espère aussi que 2010 sera mieux que 2009. On souhaite à Dieu que 2010 sera mieux que 2009.
Nous souhaitons pour 2010 que le marché soit plus accessible. Si le prix des denrées de première nécessité diminue, ce sera à notre grand bonheur. Dans l'espoir de jours meilleurs, la famille attend beaucoup du discours du chef de l'État. Au-delà de Thiaroye, il est préoccupé par la situation de toute la banlieue avec, entre autres problèmes, le chômage et l'insécurité. Je crois qu'il devra apporter des perspectives sur le Sénégal parce que nous tous nous souffrons, nous sommes fatigués. Lotissement, assainissement et éclairage public. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est tout ce qu'on attend de lui. S'il arrive à nous le faire, c'est OK. Que d'espoir placé en 2010. 365 jours suffiront-ils à changer la vie de tant de familles comme celle d'Eli? Si la prochaine année n'arrive pas à être meilleure, qu'elle ne soit pas pire, comme le dit un adage bien de chez nous. Alors, Oumi Khairi Gueye, sur ma droite, le ministre de l'Élevage, vient de nous rejoindre. Et Maman Mignon, sur la gauche, Angélique Manga. Bonsoir à vous. Merci donc de prendre ce débat en cours. La demande des populations. Et on pourrait également se poser d'autres questions, probablement d'autres lieux. Est-ce que véritablement c'est la meilleure réponse de l'Afrique à tous ces problèmes? C'est la meilleure façon de voir, en tout cas proposer la renaissance africaine, s'il y a renaissance. Et est-ce que c'est de cette manière que l'Afrique doit s'exprimer face à la diaspora, face aux gens qui ont été déportés, face à tous ces problèmes? Et est-ce que c'est d'abord par ce monument qu'il faut en tout cas répondre à tous ces grands défis qui véritablement interpellent l'Afrique? Moi, je pense qu'il y a de cela beaucoup de matière. Et je pense que la meilleure façon, l'une des meilleures façons en tout cas pour l'Afrique de provoquer la renaissance, c'est de répondre aux grands défis de l'humanité. Le président en a parlé, de créer de grandes écoles, de créer en tout cas une intelligentsia qui va occuper sa place dans l'échiquier actuel du monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de matière à discussion. Et il y a de grands problèmes qui interpellent le Sénégal. Par ordre de priorité, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon, en tout cas. Alors, tout à fait. Donc, juste avant de laisser le ministre d'État se prononcer un peu, peut-être sur le montant que tous les Sénégalais attendent, on va laisser la parole au ministre Farba Senghor pour également recueillir un peu ses impressions et puis qu'il puisse nous dire un peu de l'opportunité de ce monument. Voilà, donc je dois vous préciser que ce monument a un caractère historique, culturel, social et économique. Et le monument n'appartient pas au Sénégal. C'est un monument qui appartient à l'Afrique. Financé. D'ailleurs, c'est le. Monsieur le ministre, le monument est érigé au Sénégal. Ça va coûter l'argent peut-être du contribuable sénégalais. C'est peut-être pour cela que les gens se demandent est-ce que c'est opportun, est-ce que le coût en valait la peine. C'est peut-être ce qui intéresse les Sénégalais. Voilà, j'y viens. Mais je dois simplement préciser que c'est le président Obasanjo lui-même qui avait posé la première pierre. Et que l'idée vient du président. Alors qu'il était président de l'Union africaine. Ça, c'était le et la renaissance africaine également est une idée qui a été mise en œuvre par le président Thabo Mbeki. Vous savez qu'à l'origine du NAPAT. Et les perspectives, c'est ce que le président de la République a mis en œuvre depuis 5 ans, c'est-à-dire promouvoir une économie d'offres qui nous permette d'arriver à un niveau de production qui aménage au Sénégal une marge de manœuvre aussi bien budgétaire que de production. C'est cela qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Maintenant, au plan affectif et sentimental, nous sommes très proches de ces populations, nous les comprenons, mais nous sommes au quotidien en train de travailler pour que le panier de la ménagère coûte moins cher au Sénégal. De toute façon, ce que vient de dire le ministre est traduit par les chiffres. Parce que en 2006 et 2007, on avait des taux d'inflation de 6% environ. Quand on fait le bilan sur les 11 premiers mois de l'année 2009, on est à un taux de moins 0,9%. Donc il y a une légère baisse des prix. Bon, il est clair qu'il y a toujours un effet de rémanence au niveau des populations qui continuent à sentir le poids de la hausse des prix en 2007 et 2008.
c'est clair qu'on a connu des taux d'inflation très très élevés en 2007 et 2008. Mais la tendance est à la baisse. J'ajouterai que quand on analyse de près les chiffres du taux d'inflation, on voit que les produits importés ont beaucoup plus baissé que les produits locaux. Ce que, à mon avis, cela traduit tout simplement un comportement peut-être qui n'est pas toujours, qui ne permet pas de répercuter toutes les baisses qu'on enregistre au niveau de la baisse des prix au niveau international. Et je pense que de ce côté-là, il y a peut-être des efforts à faire pour arriver à répercuter pleinement la baisse des prix qu'on constate sur le marché international. Est-ce que ce n'est pas dû aussi peut-être au fait que la concurrence internationale soit faussée quand même par un certain nombre de facteurs, que nos productions nationales, le dumping au niveau international qui gêne particulièrement les économies locales? Bon, c'est certain que au niveau international, par le poids de la demande de certains pays ou même de la production de certains pays, ça peut induire le mouvement des prix dans un sens ou dans un autre. On l'a connu dans le cadre des produits, par exemple, tels que le riz. Quand les grands producteurs ont connu des problèmes de production dans leur pays, cela a fait flamber les prix au niveau international. Quand la production revient, les prix baissent. Et c'est là où on regrette le niveau de flexibilité très faible, le niveau de flexibilité à la baisse des prix dans beaucoup de produits. Quand les cours montent, les commerçants sont beaucoup plus prompts à augmenter les prix. Mais quand cela baisse, bon... Ils ne répercutent pas les baisses tout de Voilà, suite. exactement. Et là c'est la puissance publique quand même. Bon, je ne peux pas l'affirmer comme le directeur de la statistique vient de le dire. Je constate simplement que depuis le début de l'année 2009, les prix de la farine ont baissé de plus de 30%. Le prix du pain, de manière incidente, est passé de 175 à 150 francs dans l'essentiel des régions, la baguette de référence. Que le riz non parfumé, et le chef de l'État l'a indiqué dans son discours, est passé de 425 francs à 250 francs. Et j'ai vu dans le reportage que certains consommateurs avançaient le prix de certaines variétés de riz de luxe. C'est une question à poser aussi. Quand le consommateur fait l'option d'acheter un riz de luxe, il faut qu'il paye un prix plus élevé. Mais ce que je constate, c'est que le produit que nous voulons mettre à la disposition du Sénégalais au pouvoir moyen ou au pouvoir faible, le riz non parfumé, il est aujourd'hui à 250 francs ou moins de 250 francs. Et il était à 425 francs. Il faut aussi faire état de ces évolutions qui sont importantes et dire que pour ces produits, aussi bien pour le pain, pour le riz que pour le lait, nous avons entrepris de mettre en place un système de plafonnement des marges depuis 2004 qui ne permet pas aux commerçants de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de spéculer. Il faut donc partir des prix réels de 2006, de 2007 ou de 2008 pour savoir quelle est la réalité. En tout cas, il est difficile depuis 2007, depuis que nous avons plafonné les prix, il est difficile pour un commerçant de spéculer ce qui se passe sur le terrain et les chiffres qui ont été avancés en matière de taux d'inflation sur les 11 mois, c'est-à-dire 4,9% pour plus de 3 pays de l'UEMOA, 3% pour 2 pays de l'UEMOA et moins 1,9% pour le Sénégal, moins 1,2% pour la Guinée-Bissau, atteste qu'il y a des baisses de prix effectives aussi bien pour la production nationale que pour les produits importés. En fait, je voudrais revenir sur un aspect lié à l'entame de votre propos, c'est-à-dire les chiffres macro que vous évoquez paraissent compliqués pour la simple ménagère que je suis qui prend son panier, qui va au marché et du coup constate que le gaz a augmenté à 3 reprises en moins de 6 mois. C'est excessif aujourd'hui. Et selon les quartiers, on peut le vendre à 2700, 2900, 2000, jusqu'à 3000 francs. Ça fait un peu désordre en réalité, monsieur le ministre. Oui, bon, c'est une question sensible dans le traitement des questions de consommation. On parle de ce qui hausse, on ne parle jamais de ce qui baisse. Les prix des hydrocarbures sont arrêtés toutes les 4 semaines. C'est-à-dire que toutes les 4 semaines, il y a révision des prix
des hydrocarbures noirs comme des hydrocarbures blancs et du butane ménager. Vous aurez constaté que la semaine passée, donc au terme de 4 semaines, les prix des hydrocarbures ont été révisés, que les prix des produits noirs ont baissé, les prix des produits blancs ont baissé et que le seul prix du produit du butane ménager a augmenté. Et vous constaterez que personne ne parle de l'ensemble des produits qui ont fait l'objet de baisse, c'est-à-dire les produits noirs et les produits blancs. Ça, c'est la sensibilité du consommateur. Il ne parle que de ce qui hausse. Le gaz a haussé très faiblement, et les voilà, nous l'avons dit, nous avons fait des communiqués, nous avons sorti un arrêté, et je pense que c'est à la presse de le faire. Nous avons fait la structure de prix des produits noirs, des produits blancs et du butane ménager. Et toutes les catégories ont baissé, il y en a plus de 12. Le gaz est une catégorie, le gaz a haussé de quelque peu. Et je constate que personne ne parle de la baisse de l'ensemble des produits blancs et de l'ensemble des produits noirs depuis 4 à 5 jours. Je dis que ça, c'est une sensibilité de consommation, mais il est important, à l'occasion de ces débats, de faire ressortir ce que j'ai dit sur la farine, ce que j'ai dit sur le pain, ce que j'ai dit sur le riz, ce que j'ai dit sur la tomate, ce que j'ai dit sur le lait, et ce que je viens de dire sur les produits noirs hydrocarbures et sur les produits blancs hydrocarbures qui ont tous fait l'objet de baisse. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas gênant parce qu'on est là pour ça. Une hausse de 300 francs en une semaine, c'est pas peu, monsieur le ministre, on est désolé. Hein? Non, j'ai pas dit que c'est peu ou c'est difficile d'apprécier, c'est en fonction du pouvoir d'achat. Mais je veux dire qu'il n'est pas juste aussi de ne pas communiquer sur l'ensemble de ces baisses-là. Ça repose sur le problème d'indicateurs mesurables pour apprécier la situation de manière générale. Au lieu d'utiliser des indicateurs mesurables, on a souvent tendance à donner nos perceptions de la situation. Et cela constitue un biais dans l'analyse des résultats. Je pense que pour arriver peut-être à apaiser les discussions autour de tout ce thème-là, il faudrait qu'on en arrive à des consensus sur des indicateurs mesurables. L'indicateur mesurable au niveau de l'UEMOA pour mesurer l'évolution des prix, c'est l'indice des prix à la consommation. Et nous venons de dire que, effectivement, en 2007 et 2008, il y a eu une très forte hausse. Pour la première fois, pour ces 2 années-là, le Sénégal dépasse les références de l'UEMOA. Mais on constate qu'en 2009, il y a effectivement un dégonflement des prix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je disais, c'est que les prix importés ont beaucoup plus baissé que les produits locaux. Les produits locaux ont effectivement baissé, mais les produits importés ont beaucoup plus baissé que les produits locaux. C'est un peu cela que j'essayais de traduire tout à l'heure quand je faisais en tout cas l'intervention. Si les produits locaux coûtent plus cher que les produits importés, il y a un problème qui se pose alors au niveau de... Plus cher. On dit que les produits locaux, les produits importés ont baissé beaucoup plus que les produits importés. Ce n'est pas une question de niveau de prix, c'est une question d'évolution des prix que nous sommes en train de discuter. Les prix, quand on compare les prix en 2008 et 2009, on constate que globalement les prix des produits importés ont beaucoup plus baissé que les produits locaux. C'est un peu ce qu'on est en train de dire. Bon, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des consensus sur les indicateurs, d'ailleurs, qui vissent le débat de manière générale. Si on prend le débat dans la plupart des thèmes, des secteurs, ce qui vicie la discussion, c'est qu'il y a certains qui donnent leur sentiment, qui donnent leur perception de la chose, au lieu d'utiliser des indicateurs qui sont acceptables pour tout le monde et qui peuvent traduire la situation, qui peuvent traduire les évolutions de la situation. Je voudrais ajouter un mot rapidement je voudrais ajouter que, parce que je l'avais annoncé tout de suite, je dis ce qui est important, c'est la perspective. La perspective, c'est la production. Il n'y a pas d'autre alternative. Le prix... Bon, nous pouvons... Donc Madame le ministre, j'allais dire, le lait a été un produit qui a connu des difficultés très particulières ces 2 années. Le ministre du Commerce a donné une idée un petit peu du cours du lait pendant les 2 dernières années. C'est vrai que ça se stabilise aujourd'hui un petit peu, mais comme il vient de le dire,
l'avenir, c'est la production à l'interne. Même s'il y a par ailleurs une controverse sur l'évolution des prix, comme on l'a vu tout à l'heure. Que fait le gouvernement ou qu'est-ce qu'envisage de faire le gouvernement dans ce secteur précis? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage ou en complément au discours du président de la République tout à l'heure? Merci, Ibrahima. On nous a fait croire jusque-là, jusqu'il y a 2-3 ans, que nous pouvions trouver sur le marché international des produits alimentaires dont nous avions besoin pour nourrir nos populations à tout moment. On nous a fait croire qu'il suffisait simplement de disposer des ressources nécessaires pour pouvoir acheter sur le marché international. Et avec cette crise alimentaire que nous avons connue, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, la souveraineté alimentaire était une question centrale qu'il fallait mettre sur la table, et le président de la République a eu le courage et le simple bon sens de lancer cette grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, qui a prouvé dès l'entame, dès le début, que nous avions avantage, nous, pays émergents, pays en voie de développement, de pouvoir compter sur notre propre production pour nourrir nos populations d'abord, et par la suite, voir dans quelle mesure nous pouvions avoir des excédents pour pouvoir engranger des richesses comme les autres pays. Voilà la démarche que M. le Président de la République a eue et qui a permis en 2 ans seulement d'avoir les résultats qu'il a annoncés tout à l'heure au cours de son discours. Et ces résultats, nous les constatons dans divers domaines. Les céréales, il en a parlé, mais le lait, parlons-en. Je dis toujours que l'élevage a besoin de termes, de moyen terme et également de long terme pour pouvoir exprimer tout son potentiel. Et donc, nous avons entamé avec cette douane un vaste programme pour développer cette production laitière justement. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons de productivité sur notre cheptel, nous sommes en train de les résoudre. Parce que c'est en ayant résolu ces problèmes de productivité seulement qu'on parviendra à atteindre un niveau de compétitivité qui nous permette de ne pas souffrir des importations justement dont nous avons parlé tout à l'heure, de lait et de produits laitiers. Nous avons aujourd'hui un volume d'importation qui est extrêmement important. Je crois qu'après le riz, c'est le lait, les hydrocarbures. Et le volet social de ce débat. Tout à fait. Apparemment, donc, le professeur Ibader Thiam a terminé par ça, mais on va donc laisser la parole. Génétique que nous sommes en train de mettre en place avec la politique d'amélioration de la mise en marché, d'amélioration des process de production que nous sommes en train de mettre en place dans le cadre de la modernisation des systèmes de production, nous allons arriver à terme, à moyen terme d'abord, puis à plus long terme, à résoudre nos problèmes alimentaires en général, mais pour le lait en particulier. Quand vous dites moyen terme, long terme, vous donnez combien d'années? Alors j'ai entendu tout à l'heure Aminata Niane dire qu'il fallait 20 ans pour impulser le développement économique et social. Et dans le domaine de l'élevage également, il est nécessaire de prendre ce pas de temps. Donc nous avons dans le... Look, it's going to be dark soon. We haven't checked in. We're afraid of the dark. Sur 5 ans. Ensuite, nous avons pris une seconde référence qui est le long terme sur 20 ans. Et c'est sur ces 2 simulations que nous sommes arrivés justement à bâtir nos politiques que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Parallèlement justement à cette politique, pour rebondir sur ce qu'elle avance jusque-là, est-ce qu'il y a
un suivi de ce que vous êtes, de toute cette production parallèlement pour la commercialisation et l'écoulement des produits laitiers? Parce qu'on a vu l'écoulement, parlons. Voilà, l'écoulement justement parce que il y a quelques temps, si je ne m'abuse, les producteurs se sont plaints de ne pas pouvoir trouver de marché pour écouler et des centaines de litres ont été perdus de la sorte. Très bien. C'est donc une politique qui a démarré. La référence que je prends sur l'année 2000, c'est que avant 2000, nous avions une politique de l'élevage qui se limitait essentiellement à assurer un contrôle sur la santé des animaux. Donc, la protection aux eaux sanitaires, c'était quelque chose qui était pratiqué avant l'alternance. Mais sur la production, sur les productions animales en général, c'était un peu la cueillette, si vous voulez. Nous n'avions pas de politique hardie qui permettait d'améliorer les productions animales. Or, pour le lait, nous avons une production locale saisonnière qui dure à peu près 2 mois, 2 à 3 mois. Et cette production locale saisonnière, il faut bien sûr la sécuriser, mais il faut la rendre pérenne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que si nous nous limitons simplement à avoir une production locale très saisonnière, nous ne pouvons pas mettre en place des petites et moyennes entreprises laitières qui peuvent avoir une rentabilité. Parce que si vous mettez en place une petite unité laitière, elle va fonctionner seulement sur 2 à 3 mois. Le reste de l'année, vous allez fermer cette unité laitière. Et donc, nous sommes en train de mettre en place une politique qui nous permettra d'avoir du lait tout au long de l'année. Et avec ce potentiel de collecte et de transformation du lait, nous allons pouvoir mettre en place des unités laitières partout dans les bassins laitiers. Et nous avons déjà commencé, parce qu'il y a certains bassins laitiers qui sont déjà constitués, notamment dans la zone cotonnière. Et si vous avez suivi mes déplacements dans les régions, je suis allée il y a 2 à 3 mois pour mettre en place 3 mini-laiteries dans ces bassins laitiers-là. Et nous sommes aussi dans le nord, dans les bassins laitiers du nord, où nous allons mettre en place les mêmes dispositifs de collecte et de transformation du lait. Et donc, c'est comme ça que nous allons petit à petit, non seulement prendre en charge la production locale saisonnière de notre cheptel traditionnel, mais également la production qui va être générée par notre programme de modernisation de l'élevage contenu dans la GOA. La GONA a été une réussite totale, et cette crise nous a permis de saisir l'impact des difficultés, mais aussi les retombées de cette politique. J'ai assisté à une discussion avec le chef d'État, un diplomate qui était venu pour féliciter le chef d'État pour ses efforts. Et le chef d'État a anticipé sur cette crise. N'eût été ces politiques mises en place, la crise aurait été beaucoup plus profonde. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Mais elle permet aussi, les statistiques peuvent en témoigner, d'inverser la tendance qui était résolument tournée vers l'importation. Dans le cadre du lait, avant l'insémination artificielle, le programme, les vaches ne produisaient que 4 litres par jour. Aujourd'hui, il y a une production entre 10 et 12 litres. Ce qui fait que la réussite connue dans ce programme, les records ont permis de noter qu'on a été pris de court justement par ces réalisations. Mais il faut rapidement renverser la tendance et essayer de mettre en place des systèmes pour la collecte, notamment les tankals solaires. Des investisseurs se sont bousculés pour la fourniture de ce matériel. Mais ces records ne sont pas seulement notés au niveau de l'élevage ou pour le lait. Il faut aussi aller vers l'agriculture. En discutant tout à l'heure avec le ministre de l'Agriculture, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de records. Pour ce qui est de l'arachide, en 1999, la production était entre 300 et 500 000 tonnes. Cette année, nous avons 1 175 000 tonnes en 2009. Alors que ces records n'ont été notés
qu'entre les années 67, 68 et 1969. Pour ce qui est du manioc, nous avions 300 000 tonnes en 1999 et aujourd'hui on est à 980 000 tonnes. Pour le maïs, c'était 100 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 600 000 tonnes. Tout ceci pour dire que les réussites, ces records, ces réalisations impactent directement dans le panier de la ménagère. Mais il y a une majorité silencieuse qui ne crie pas, qui ne critique pas, mais qui se rend compte directement à la pompe qu'il y a de belles baisses. Le ministre du Commerce, je voudrais revenir aussi sur un aspect. Quand on parle de commerce, on fait allusion forcément aux marchands ambulants. Aujourd'hui, le chef de l'État, dans son discours, a salué l'effort de ces jeunes qui ont préféré rester chez eux, travailler plutôt qu'à cette fameuse expression Barça ou Barsac. Mais un problème récurrent se pose à Dakar. La ville a pris des allures de souk. Ne faudrait-il pas réorganiser ce secteur? Je vous remercie. Je reviens à cette partie du discours du chef de l'État qui est marquée d'une forte sensibilité sociale. Il a parlé des personnes démunies. Et à ce titre, je rappelle que le taux d'incidence de la pauvreté a évolué de 68% en 2000 à 46,7% en 2008, donc 22 points de baisse. Il a parlé donc de ceux-là, des démunis qui recherchent une insertion par la marge, par le commerce. Ces jeunes, nous les retrouvons dans toutes les rues de Dakar. Je pense que leur prise en charge s'est faite, les tentatives de prise en charge se sont faites sur différents créneaux et que ces créneaux avaient échoué dans le passé. Le chef de l'État nous a donné des instructions de voir quelle est l'approche la plus sociale, la plus durable pour prendre en charge les marchands ambulants. Alors, 3 piliers nous ont servi pour construire une approche durable pour la prise en charge de ces marchands ambulants. D'abord, il fallait une action de recensement. Nous avons procédé au recensement de ces marchands ambulants qui font à peu près 10 000. 8 400, 8 900. Mais étant donné que le recensement est évolutif, nous pensons qu'ils seront 10 000 à la fin du recensement. Il fallait ensuite identifier un mode de financement. Nous avons consulté le système financier décentralisé et nous avons trouvé l'accord de l'ensemble des dirigeants du système financier décentralisé qui nous ont dit qu'ils peuvent financer ces marchands ambulants, c'est-à-dire leur financer l'accès à une cantine. Mais il fallait ensuite s'adresser à des promoteurs. Nous en avons trouvé 3 qui ont déjà fini de réaliser des cantines à Dakar, plus de 5000 cantines. Il fallait une caution à ce financement, une garantie. Nous avons consulté le ministre des Finances qui nous a dit qu'il peut apporter la garantie qui s'élèvera à 300 millions. Cette garantie a été inscrite dans le budget consolidé d'investissement de 2010. Voilà donc le schéma qui nous permettra à partir de 2010 de résorber progressivement ce commerce de rue, c'est-à-dire de l'insérer dans des cantines, dans des constructions immobilières que ces promoteurs ont promues un peu partout dans les régions et surtout dans la région de Dakar. Voilà donc le schéma d'ensemble qui nous permettra à partir de 2010 de résorber progressivement le commerce de rue. Est-ce que des sites sont trouvés et à quand peut-on espérer ne plus voir notre capitale prendre des allures de souk parce que c'est pas très agréable? Bon, nous pouvons fixer une date de démarrage. La date de démarrage, ce sera janvier et février parce que nous attendons simplement la garantie qui nous a été promise par le ministère de l'économie et des finances. Mais il est difficile de parler d'une date, d'un deadline. Parce que la réussite de ce programme sera une sorte d'appel d'air pour des jeunes qui sont dans les villages et dans les départements du Sénégal. Il va falloir donc continuer, persévérer pour que l'ensemble des jeunes qui viendront à Dakar, parce que ceux qui les ont précédés dans le commerce de rue ont trouvé un chemin dans leur métier, il faudra faire face aussi à cette nouvelle demande. Donc il est difficile de dire qu'en 1 an ou en 2 ans, nous allons mettre tout le monde dans des cantines. C'est
face à l'objectif. L'objectif, c'est de faire face à cette difficulté, qui est une difficulté à la fois sociale et économique. Alors, un peu plus de 5 minutes, il nous reste encore pour cette discussion. Très rapidement, 2 questions avant de faire un tour de table de vœux. 2 questions au ministre de l'élevage. On a parlé du lait tout à l'heure. Il y a d'autres secteurs qui sont quand même des secteurs vitaux pour l'élevage. Je pense à la production de viande. Le Sénégal était déficitaire. On a importé de la viande de pays producteurs comme l'Argentine, le Brésil, si je ne m'amuse. Et puis il y a aussi le problème des volailles, des œufs. Est-ce qu'il y a des politiques spécifiques qui prennent aussi ces filières en charge? Oui, bien entendu. Toutes les filières de l'élevage sont prises en charge par les politiques que nous menons aujourd'hui. Et c'est une approche véritablement nouvelle. Parce que nous avons mis en place une approche filière qui prend en charge l'ensemble des segments de chaque filière, que ce soit la filière viande ou la filière avicole ou la filière lait dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons une production de viande aujourd'hui qui a augmenté depuis 2000 de pratiquement 118 000 tonnes par an à 152 000 tonnes cette année. Donc elle a régulièrement augmenté de 8% à peu près par an. Nous avons également une production d'œufs qui a fortement augmenté parce qu'il y a eu des politiques d'ajustement qui ont été mises en place. Et en 2000, nous étions à 254 millions d'unités d'œufs. Et aujourd'hui, nous sommes à 631 millions d'unités d'œufs. C'est vrai qu'il y avait des pénuries d'œufs et que depuis alors c'est un record absolu. Ouais. Et les investissements dans la filière avicole ont été multipliés par 10 en pratiquement 3 à 4 ans. Et donc ce sont des chiffres qui sont là pour nous édifier sur le fait que les marges de progression dans les filières animales sont tellement importantes qu'elles pourraient beaucoup, énormément apporter à la croissance économique de notre pays. C'est pourquoi le président a mis en place toutes ces politiques pour qu'on puisse bénéficier de cette manne véritablement qui se trouve dans le secteur de l'élevage. Monsieur le ministre conseiller, Madame le ministre de l'élevage, Monsieur le ministre du commerce, Monsieur le directeur de la statistique et de la démographie, merci d'avoir accepté d'être nos invités pour cette soirée du 31 décembre. Nous allons vous permettre en un tour de table rapidement de présenter peut-être vos vœux aux Sénégalais. Habib. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour la qualité de l'émission, la RTS, et me joindre aux vœux du président de la République à l'ensemble des Sénégalais, de la population sénégalaise, des vœux chaleureux, ardents, sincères. Ces vœux, je les transmets au chef de l'État, à sa famille, au gouvernement et à vous tous autour de la table. Merci. Merci, Emma. Je vous remercie d'abord de cette invitation qui nous a donné l'opportunité de parler aux Sénégalais après cet excellent discours de Monsieur le Président de la République, fait de pragmatisme surtout, et qui a abordé l'essentiel des points, des préoccupations des Sénégalais, et profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très très bonne année, souhaiter à tous les Sénégalais une année de paix, de prospérité dans le développement économique que nous avons amorcé. Souhaiter aussi à Monsieur le Président de la République qu'il puisse atteindre les objectifs nobles et combien louables qui s'est fixé pour le développement de notre pays. Je vous souhaite à tous un bon soir. Merci Monsieur le Directeur. Souhaiter à tous les Sénégalais une excellente année 2010. Et je pense qu'après les efforts importants faits par le Sénégal au moment de la crise économique et financière en 2007 et 2008, après tous ces efforts, on voit poindre à l'horizon l'espoir pour 2010. La croissance a repris un peu partout dans le monde, en Amérique, en Europe. Elle a aussi repris en Afrique.
Et le discours du chef de l'État a montré l'ensemble des efforts qui ont été consentis par le Sénégal dans un contexte de difficultés budgétaires pour soutenir les ménages. Il s'agit maintenant, pendant que notre production dans le domaine agricole a fait des bons importants, de faire en sorte que les Sénégalais vivent mieux pour l'année 2010. Et je pense que l'ensemble des Sénégalais se joindront à lui pour faire en sorte que les efforts consentis dans les différents domaines de l'économie, que ces efforts puissent produire les effets attendus et que les ménages le sentent cette année. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais à mon tour remercier la RTS pour l'organisation de ce débat et souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble de la population sénégalaise à la suite du chef de l'État. Souhaiter que s'instaure dans notre pays un débat serein et que nous arrivions à nous mettre tous ensemble au travail pour arriver à relever les défis qui se posent à nous. Les défis pour aller vers le développement, l'émergence comme on le dit, dans les différentes politiques qui sont mises en œuvre au niveau de notre pays. Vraiment, je vous remercie encore une fois de cette invitation. Alors, l'objectif évidemment de cette discussion, ce n'était pas de parler de tous les problèmes, mais nous espérons que nous avons survolé les problèmes qui préoccupent vraiment les Sénégalais en essayant d'être le plus objectif et le plus honnête possible. Que 2010 soit pour tous les Sénégalais une année d'apaisement et de consensus. Merci d'avoir suivi ce journal et cette discussion. Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée festive tout à l'heure. Vous pourrez regarder notre soirée avec le Baobab et plus tard nous irons à la découverte du premier bébé de l'année et nous vous accompagnerons tout le week-end de l'an. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée. Très bonne fête de Réveillon. Sénécartour, véritable label d'excellence au Sénégal, est le leader de la location de voitures et transport touristique au Sénégal. Sénécartour innove encore avec le renouvellement de son parc automobile. Des véhicules de luxe de dernière génération, des 4x4 pour aller à l'intérieur du pays, des véhicules tout-terrain, des véhicules de tourisme, des bus pour des excursions ou déplacements en groupe ou tout événement religieux. Rendez-vous dans tous les pôles religieux à bord des bus Sénécartour climatisés et bien confortables. Sénécartour a su se hisser au rang de numéro 1 de la location de voitures et des transports touristiques au Sénégal. Sénécartour vous propose d'accueillir votre à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, ce qui fait la joie et le bonheur des hôteliers. Le professionnalisme des chauffeurs et des agents de Sénécartour est chanté par les ONG, les banquiers, les hommes d'affaires qui viennent d'arriver au Sénégal ou qui projettent de venir au Sénégal pour votre mariage. Soyez à bord de votre limousine. Sénécartour, téléphone 33 859 77 77. Quand Internet vous accompagne partout, votre univers vous suit expressément. Avec e-Express de Expresso, rechargeable par carte Expresso, vous disposez d'Internet haut débit à tout moment où que vous soyez au Sénégal. Expresso, osez rêver. Incroyable mes frères, Deltanet TV, votre fournisseur d'images de télévision numérique. Deltanet TV siffle la fin du match. Du 1er décembre au 31 janvier pour vos fêtes de Noël, de Nouvel An en plus de la CAN 2010, Deltanet TV avec des bouquets de plus de 100 chaînes de télévision vous offre un décodeur à 0 francs. Qui dit mieux?
Deltanet TV, Liberté 6, extension lot numéro 1. Pour tout renseignement à Dakar, appelez au 33 869 99 99. À Rufisque et environ, appelez à Djoko FM 33 836 04 64. Deltanet TV, un décodeur pour tous. Offre soumise à condition. Et si vous équipiez entièrement votre maison pour seulement 14 800 francs par mois? C'est le moment de changer tout votre matériel électroménager pour du neuf. Le pack Confort, composé d'un téléviseur 55 cm Samsung, d'une cuisinière 4 feux, d'un split, d'un frigo et d'un DVD est à 600 000 francs ou 14 800 francs par mois. Le pack Premium, composé d'un téléviseur LCD Samsung 82 cm, d'une cuisinière 4 feux, d'un frigo, d'un split, d'un micro-ondes, d'une mini-chaîne et d'un DVD pour 1 million de francs ou 24 650 francs par mois. Le pack Prestige, composé de 2 téléviseurs LCD Samsung 82 et 107 cm, d'un frigo side-by-side, d'une cuisinière 6 feux et d'un split pour 2 millions de francs ou 49 300 francs par mois. Avec CCBM Electronics, c'est le moment de changer tout votre matériel électroménager pour du neuf. Offre disponible chez CCBM Electronics, dans les showrooms Samsung et chez Master Office. Gala international du FOGEC, sous le haut patronage du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, sous la présence effective du Premier ministre ivoirien, M. Guillaume Soro. Le FOGEC organise son 3e gala international le samedi 9 janvier 2010 au Méridien Président. À cette occasion, des awards seront décernés à des entreprises ayant réalisé des performances dans leur domaine d'activité. Cette soirée, animée par John Seck et le Ramdan, verra la participation des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, de M. Salim Diop, médiateur de la République, Mme Innocence Tabgaï, ministre d'État, M. Zakaria Diaw, ministre du Travail, de l'Emploi et des Organisations professionnelles, M. Tchernolo, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du secteur informel. Samedi 9 janvier 2010, gala international du FOGEC au Méridien Président. Parrain de cette soirée, M. Habib Sy, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, et la marraine, Mme Fatou Kaïssar, ministre de l'Agriculture. Invité d'honneur, Mme Aminata Lodjan et plusieurs autres personnalités du monde. La joie et le bonheur des hôteliers. Le professionnalisme des chauffeurs et des agents de Sénécartour est chanté par les ONG, les banquiers,